Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le Centre d'études et de formation en informatique et business, CEFIB, a organisé une conférence de presse sur la plateforme e-learning des universités du Mali. Conférence animée par M. Souleymane Koulibaly, directeur exécutif du CEFIB. Samaïra Sanouo, Baba Keïta. Le nombre d'étudiants dans nos universités augmente considérablement chaque année. Pour mieux permettre à tout un chacun de s'orienter facilement, il faut un dispositif visant à concrétiser une formation ouverte et à distance via les NTIC destinée à toutes les universités du Mali. Cette formation à distance ou encore appelée e-learning peut se définir comme une formation virtuelle où les apprenants ne sont pas obligés d'être présents dans les mêmes lieux et en même temps que les enseignants. Voilà, donc la plateforme e-learning des universités du Mali est une solution de formation en ligne interactive. Donc c'est une solution qui facilite l'apprentissage en ligne et à distance. Donc cette solution permet aux professeurs de concevoir des contenus en ligne pour qu'on puisse mettre ces contenus à la disposition des étudiants, aux étudiants de suivre des cours et en même temps de renforcer leurs capacités, aux administrateurs de suivre l'évolution des cours et des formations en temps réel. Le nombre d'apprenants est illimité, ce qui veut dire que les universités peuvent inscrire tous les étudiants sur cette plateforme et elle permet aussi d'améliorer le système de l'enseignement supérieur au Mali. Donc l'objectif déjà de cette rencontre est d'informer vraiment les étudiants, les autorités que cette solution existe. Et qu'il est vraiment temps de faire en sorte que nos étudiants puissent vraiment profiter de cette solution innovante. D'accord ? Voilà, donc l'autorité contractante est là, donc les personnes souhaitant plus d'informations peuvent s'adresser à cette organisation. Oui, c'est une université. Comme vous savez, les plateformes sont évolutives. Donc ça dépend les options qu'on souhaite avoir dans une université virtuelle. Voilà, donc aujourd'hui, cette solution permet aux étudiants de s'inscrire, en même temps de suivre des cours et même d'obtenir des diplômes. Nous avons des universités virtuelles qui marchent bien dans beaucoup de pays. Et au Mali, nous sommes là pour ça. C'est-à-dire, c'est pour que nous puissions aller aussi vers ça. C'est ça l'objectif. Signalons que cette plateforme est opérationnelle depuis avril 2016. Le serveur de la solution e-learning a été installé dans la salle informatique du rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Et les résultats attendus liés à la mise en place de la plateforme e-learning ont été atteints. L'atelier national du lancement du projet de la représentativité des femmes dans les instances électives et semi-électives a débuté ce mercredi 3 octobre au centre Maïva Palace. Thème retenu, la participation politique au Mali, défis et perspectives pour une meilleure représentativité des femmes. Fatmata Kane avec la voix de Al-Amidou Badini. Selon les statistiques, 50% de la population malienne est constituée de femmes. Dans la sphère politique, elles sont fortement sollicitées dans le processus de mobilisation et d'animation des réunions. Malgré cette forte participation, elles sont faiblement prises en compte dans la mise en place des instances dirigeantes des partis politiques. Et c'est à travers ce constat que l'ONG Enda Tiermon, Enda Diopal, en partenariat avec l'Union européenne, a initié ce projet. Ce matin, nous étions réunis ici pour le lancement officiel du projet. Et ce projet interviendra au niveau de la région de Sikasso, de Kaï, mais aussi au niveau du district de Bamako. Nous aurons 2 ans d'activité. Nous avons commencé en mars 2018 et pour clôturer en décembre 2018. Et l'objectif principal de ce projet, c'est vraiment de renforcer l'équité du genre dans les instances électives, mais aussi les sphères de décision. Notamment, nous nous intéressons aux législatives de 2018 qui vont commencer en novembre, mais aussi au sein des directoires des partis politiques, pour que la tendance change. Donc ce sont ces chiffres et ces constats qui ont permis à Enda Mali, à Enda Diapol et Enda Tiers-Monde d'initier ce projet Leadership politique accru des femmes
et qui a été soutenu par l'Union européenne. Le respect des droits et la place de la femme constituent l'un des piliers essentiels des efforts du développement, de la paix et de la démocratie, selon le représentant de l'Union européenne, partenaire financier du projet. La consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont au cœur des politiques de l'Union européenne, tant à l'intérieur de l'Union européenne que dans le cadre de son action extérieure et de sa coopération au développement. En ce sens, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme fournit un soutien direct aux organisations de la société civile afin de les renforcer dans leur diversité, tout en leur permettant de jouer leur rôle dans la démocratisation et le développement du pays. Le respect des droits et de la place des femmes dans la société constitue un pilier essentiel des efforts de développement, de consolidation de la paix et de la démocratie au Mali. C'est vrai aussi pour l'Union européenne, en tant que partenaire du Mali. J'en veux pour preuve l'initiative Spotlight, qui est en cours d'élaboration, qui démarrera en 2019 et qui sera financée par l'Union européenne à hauteur de 164 milliards de francs CFA sur 8 pays d'Afrique, dont le Mali. Son objectif est de lutter contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Nos attentes sont à la hauteur des qualités et de l'expérience de ces organisations. Nous espérons vivement que les résultats seront atteints. Le département du ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille félicite cette initiative. Le département du ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille félicite cette initiative. C'est un projet très important dans la mesure où il va nous aider en tant que ministère en charge de la femme, de l'enfant et de la famille, nous aider vraiment à atteindre l'objectif qu'on recherche, qui est lequel? Qui concerne les femmes. Parce que nous voulons que les femmes soient aujourd'hui à tous les niveaux représentées. Donc déjà, il y a une loi qui a été prise. L'application aussi de la loi aussi est là aussi. Donc nous voulons que les femmes soient présentes au niveau de toutes les instances. Des sketchs et des poésies sur la sensibilisation du rôle de la femme à la participation politique ont été des temps forts de la cérémonie. Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Keita Aïdambo, a procédé au lancement officiel du 3e appel à propositions de projets et programmes à soumettre au financement du Fonds Climat Mali. Cet appel à propositions se focalisera sur les 3 domaines d'intervention prioritaires du plan d'investissement, l'eau, l'intensification de l'agriculture, de l'élevage ainsi que l'énergie et la foresterie. Le Fonds Climat Mali a pour défi de faire des propositions concrètes pour allouer les ressources. Les partenaires techniques et financiers de ce vaste projet sont le Royaume de la Norvège et de la Suède. C'était le lundi 1er octobre au Centre d'information pour le développement CFD. Comme vous savez, le Fonds Climat Mali intervient par des appels à propositions. On va demander à tous ceux qui sont intéressés par les financements du Fonds Climat de présenter des propositions de projets et programmes qui seront financés par le Fonds. Et à cette occasion, comme nous avons vu qu'il y a souvent il y a des lacunes dans les propositions de projets qui nous sont soumis, on demande, on va faire une formation à l'intention des proposants potentiels, une formation non seulement sur comment monter les projets, mais aussi comment tenir compte de certains critères, de certains indicateurs, comme par exemple la promotion du genre. Bon, à l'avance, c'est difficile de dire quel nombre nous allons prendre, parce que ça va dépendre aussi de la qualité des propositions que nous allons recevoir, et ça va dépendre aussi quelque part de notre capacité à mobilisation, de quel montant de financement nous avons pu mobiliser auprès de nos bailleurs. Bon, déjà, je pense que, en tout cas pour l'année dernière, nous avons l'appel à proposition de 2017 que nous avons déjà accordé maintenant. On a financé à peu près 7 projets pour un montant de 6,5 millions de dollars américains.
Bon, on espère que cette année aussi, on va pouvoir financer peut-être 7 ou bien 10 projets. Ça va dépendre de comment nous allons pouvoir mobiliser suffisamment d'argent à l'extérieur et aussi de la qualité des projets. Parce que nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de lacunes. Nous avons fait l'année dernière une formation d'une journée. Peut-être cette année, on va porter la formation à 2 jours pour que tout le monde ait la chance. Parce que souvent, il y a des projets, des idées de projets qui sont vraiment très originales, mais des projets qui sont mal montés, donc ne pourront pas bénéficier du financement. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a présidé mardi 2 octobre la cérémonie officielle de lancement de la seconde phase du projet dénommé La Voix des Jeunes du Sahel, mise en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire Centre HD avec l'appui financier de l'Union européenne et du Royaume du Danemark. L'objectif recherché de ce projet est de réduire significativement les sources de tensions sociales intergénérationnelles dans les pays du G5 Sahel grâce à l'inclusion des organisations de jeunesse dans le processus de décision politique et socio-économique. Il s'agit notamment de faciliter le dialogue entre les autorités nationales, le G5 Sahel et l'Union européenne et ses États membres afin d'ajuster les politiques de coopération aux besoins exprimés par les organisations de jeunesse. Un des objectifs vise également à valider 3 chantiers nationaux à la suite des réflexions des jeunes auxquels les autorités nationales ont été associées au cours de la première phase du projet. Écoutons le ministre Amadou Koïta. Je voudrais vous rassurer que mon département se réjouit de la continuité de cette action en faveur de la jeunesse du Mali en particulier et celle du Sahel en général. Après une première phase qui a permis de créer des cadres de dialogue entre jeunes et autorités au niveau local, national et régional, l'occasion nous est donnée de renforcer et de pérenniser ces cadres au profit d'un développement avec les jeunes, mais non pour les jeunes. Nos attentes sont grandes pour la seconde phase. En effet, nous espérons que toutes les réflexions, propositions de solutions et recommandations vont être transformés en des actes concrets dont les impacts seront ressentis par la jeunesse de notre pays. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la rencontre interministérielle attend de chacun de nous un engagement à prendre quant au choix des 3 chantiers nationaux jugés prioritaires par les jeunes lors de la première phase. C'est pourquoi j'invite les cadres des différents ministères impliqués à faire preuve d'une grande assiduité afin que la feuille de route qui sera adoptée au terme de la rencontre puisse contribuer à la mise en œuvre du programme du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait de la jeunesse l'un des socles de son second quinquennat. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne tient à remercier et à encourager le Centre pour le dialogue humanitaire à travers sa mission Sahel basée à Bamako pour tous les efforts consentis dans la mise en œuvre du projet La Voix des Jeunes du Sahel. Nos remerciements vont également à l'endroit des partenaires financiers, notamment l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark. Je ne saurais clore mon propos sans inviter les différents départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre de ce projet à une grande collaboration, gage de succès collectif. C'est sur ce que je déclare ouverte la rencontre interministérielle de lancement de la seconde phase et de validation des chantiers nationaux pour le Mali. Et avant de refermer cette édition, nous retrouvons Al-Amidou Badini pour le commentaire de l'actualité africaine. Le quartier général de la force de G5 Sahel a été transféré à Bamako suite à l'attaque du 29 juin 2018 à Sévaré. Selon le commandant de la force du G5 Sahel, la délocalisation du quartier général de la force du G5 Sahel n'est pas une fuite face aux terroristes. Le quartier général doit être situé dans un espace qui lui permet de remplir sa mission et Bamako est le plus approprié, soutient le général Anan Ould Sidi. Pour lui, les moyens techniques de Bamako devraient permettre une meilleure coordination une fois les opérations lancées sur le terrain. En Côte d'Ivoire, une dizaine de ressortissants maliens dorment depuis plus de 2 ans à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ils sont soupçonnés d'être liés à l'attentat de Grand Bassam
qui avait fait 19 morts et 33 blessés en mars 2016. Des incarcérations sans jugement et donc sans certitude qu'ils aient tous joué un rôle dans l'attaque djihadiste. Les familles de certains d'entre eux tentent d'alerter les autorités ivoiriennes, mais aussi maliennes. Au Congo, alors que les membres du Conseil de sécurité sont attendus cette semaine à Kinshasa, la tension ne semble pas retomber entre l'ONU et le gouvernement congolais. Juste avant l'arrivée de Joseph Kabila à New York, du matériel destiné à des contingents des casques bleus ont été bloqués par l'administration congolaise. C'est notamment l'arrivée d'un bataillon indonésien et du matériel qui lui était destiné qui avait mis le feu aux poudres, alors que Kinshasa demande à l'ONU d'établir un plan de retrait définitif de sa mission à RDC. Ce blocage a créé un vent de panique au sein du quartier général de l'ONU, alors que le président Joseph Kabila avait enfin accepté de rencontrer le secrétaire général Antonio Guterres. L'incident est clos, promet le gouvernement congolais, alors que les membres du Conseil de sécurité doivent arriver le 5 octobre en RDC. Toujours en RDC, les scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux sont prévus pour le 23 décembre. De nombreux points sont encore loin de faire consensus, comme le fichier électoral ou encore la machine à voter. Les principaux opposants et la société civile la jugent peu fiable et demandent son abandon. Plusieurs autres candidats à la présidence de la République ont décidé de joindre leur voix à tous ceux qui recusent la machine à voter. Ils exigent l'usage des bulletins de vote papier. La France a gelé 2 octobre les avoirs de 2 ressortissants iraniens. Selon les Quai d'Orsay, Téhéran serait responsable via ses services secrets du projet d'attentat déjoué à Villepinte le 30 juin dernier et parle d'un acte d'une extrême gravité. Le 30 juin dernier, un couple d'origine iranienne est arrêté en Belgique. Dans sa voiture, 50 grammes d'explosifs sont retrouvés ainsi qu'un mécanisme de mise à feu. De son côté, Téhéran demande toute implication. Le ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les accusations de la France. Le porte-parole de la diplomatie a en effet affirmé que l'affaire de Villepinte est un complot conforme aux objectifs des États-Unis et d'Israël qui cherchent à empêcher l'amélioration des relations entre l'Iran et la France et plus généralement l'Europe. Après quelques jours de flottement médiatique, le feuilleton Gérard Collomb a pris fin. Emmanuel Macron a finalement accepté la démission de son ministre de l'Intérieur et a demandé au Premier ministre d'assurer son intérim dans l'attente de la nomination de son successeur. Le numéro 2 du gouvernement avait remis sa démission au président de la République le mardi, moins de 24 heures avant que le président a refusé sa demande de démission, en lui réitérant au passage toute sa confiance. L'ancien mentor et premier soutien du président, l'un des poids lourds du gouvernement, défie ainsi ouvertement le président Macron, confirmant une rupture déjà entamée mi-septembre avec sa décision de partir dès 2019 pour préparer les municipales à Lyon. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.